Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur 2 commentaires que j'ai reçus, durant ces derniers jours et je pense que ça peut aussi, aider peut-être d'autres personnes et puis, en tout cas être intéressant. Donc d'abord, Yoda, il y a 7 jours: «Merci pour ta vidéo. Je suis d'accord avec toi sur l'avenir de notre société. Quand on voit déjà les progrès de l'IA comme ChatGPT et d'autres filiales, d'Elon Musk. Par contre, je pense que nous, Européens, sommes à la ramasse sur les nouvelles technologies. Je pense que les investissements dans la tech doivent se faire hors Europe et ça reviendrait à peu près à ce que tu dis, c'est-à-dire en Inde, USA, mais aussi d'autres pays d'Asie. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où je ne crois pas du tout que l'Europe est dépassée. L'Europe est un vieux continent, il est souvent présenté comme tel, mais il a énormément d'expérience aussi. Et il faut bien comprendre qu'en Europe, on a une vision de la vie et une vision du capitalisme qui est différente que dans d'autres continents. Les USA, c'est plutôt, on va dire, la méritocratie. Plus tu travailles et plus tu feras de l'argent, et puis plus tu es bon, plus tu feras de l'argent. Et à l'inverse, si tu gères mal ton argent, bah, on s'en fout, on te laisse de côté, et puis tant pis pour tes dents, tant pis pour ta santé, et puis tu vas crever comme ça, quoi, tu vas mal vivre, hein. Et en Asie, bah, c'est un petit peu différent. Ils sont obligés de travailler énormément, énormément, énormément. On a bien vu également comment ils ont traité bah, l'être humain, hein, tout simplement, durant le Covid, hein. Ils les ont maltraités, malmenés. En Europe, nous, on essaye de faire autre chose. On essaie d'apporter quand même plus de conscience voilà, à la vie. On essaie de... ici, il y a de la sécurité sociale. Ceux qui ne peuvent pas manger, il y a toujours des associations à côté qui peuvent te permettre de manger. On est plutôt quand même un continent, je crois, socialiste. Et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Par contre, au niveau des nouvelles technologies, moi, je ne crois pas du tout que l'Europe soit dépassée. Je pense au contraire qu'on a énormément de nouvelles startups qui sont en train d'arriver. En vrai, moi, je pense qu'avec les nouvelles technologies et toute cette nouvelle connectivité qui va arriver, je pense que l'Union européenne et les Européens, de toute façon, seront obligés de faire confiance aux entreprises européennes. Il faudra d'ailleurs qu'il y ait des subventions qui sont offertes à ces startups. Moi, je mise également dessus. On ne peut pas laisser, je veux dire, avec toute cette connectivité, on ne peut pas laisser les autres pays réussir à capter finalement toutes ces informations sur les Européens. Je pense pas que ce soit possible. Du coup, moi, je pense qu'en réalité, les nouvelles technologies seront beaucoup plus locales. Je ne peux pas imaginer qu'on laisse comme ça aux Américains ou même aux Chinois toutes nos données personnelles. Je n'y crois pas du tout. Pour moi, les Européens sont peut-être aujourd'hui un peu en retard au vu de la Chine, même si généralement, bon, je veux dire, c'est bien français, on se critique très 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 souvent, mais je ne crois pas qu'on soit si mauvais que ça. Je ne crois pas non plus qu'on ait des patrons aussi mauvais que ça. Bien au contraire, c'est juste qu'ils font pas de bruit. À l'image un peu de Bernard Arnault, voilà, qui est l'homme le plus riche du monde et qui ne fait pas de bruit. Il n'est pas connu. Il y a des gens qui connaissent plus Warren Buffett ou Elon Musk et ne connaissent pas Bernard Arnault, par exemple. Donc je ne crois pas du tout qu'on soit fini. Le rapport à l'argent que les Européens ont est un peu plus compliqué. Ceux qui réussissent se cachent beaucoup plus, mais ils existent, ils sont là, et on a de très très grandes sociétés qui ont existé par le passé. Je pense que les nouvelles technologies vont apporter son lot de nouveaux acteurs et de nouveaux patrons très talentueux. Alors après, si on peut aussi investir en Inde, je pense que c'est plutôt pas mal. En Chine, j'éviterais parce que voilà, les actions chinoises, lorsque vous investissez dans des actions chinoises sur le Nasdaq par exemple, eh ben, en fait, elles ne vous appartiennent pas directement. Vous n'avez pas le contrôle sur ces actions. La Chine maîtrise vraiment, enfin fait un blocage sur tout ce qui est investissement étranger. Vous ne pouvez pas finalement investir sur les actions chinoises en direct et les posséder en disant, bah voilà, c'est vraiment moi qui suis actionnaire. Non, non, non. Il y a des intermédiaires entre-temps et c'est eux en fait les vrais propriétaires de ces actions. Ensuite, on a le deuxième commentaire, donc Arnaud Fontaine, il y a 20 heures. Merci pour ta vidéo, je te trouve bien optimiste. On a encore pas mal d'incertitudes, je trouve, pour rentrer à nouveau à ce point sur les marchés. Mais tu le dis toi-même, tu as un profil d'investisseur risqué. Pour Auto 1 Group, comment tu expliques le fait qu'elle ait perdu autant de valeur? Donc effectivement, je suis très optimiste et je suis content d'être optimiste parce que généralement, les personnes optimistes vivent plus longtemps. Donc j'espère que je vais vivre très longtemps grâce à ça. On a pas mal d'incertitudes. Je pense même qu'on n'a jamais eu autant d'incertitudes. Je veux dire, avec un virus qui peut revenir du jour au lendemain et muter de manière très problématique ou à l'inverse, nous laisser complètement tranquilles jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est une forte incertitude.
On a également, bien évidemment, l'incertitude de la guerre en Ukraine, comment ça va se terminer, est-ce qu'ils vont réussir à faire la paix, ou à l'inverse, est-ce que ça va dégénérer en attaque nucléaire? On n'en sait rien, et du coup, l'Union européenne, l'Europe et les États-Unis pourraient peut-être rentrer aussi en guerre à ce moment-là, donc on n'en sait rien du tout. Ça peut aller très très bien comme très mal, et en plus de ça, bah, on a la Chine qui met des coups de pression à Taïwan, et là c'est pareil, il peut ne rien se passer comme il peut se passer quelque chose. Donc l'incertitude aujourd'hui, elle est au maximum, je crois, et le problème, c'est que si on fait rien aujourd'hui, si on n'investit pas aujourd'hui et que tout se passe bien, eh ben on aura perdu énormément d'argent et la possibilité de pouvoir réussir à changer également notre vie grâce à l'investissement. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas non plus trop avoir peur et qu'il faut quand même y aller. Donc, alors bien sûr, hein, ça ne regarde que moi et ma façon de penser, mais je ne crois pas qu'on puisse comme ça, si on trouve de bonnes opportunités, se dire oui, mais non, je ne vais pas y aller ou je ne vais pas y aller à fond parce que de toute façon, ça risque d'être compliqué, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Oui, c'est vrai, mais en fait, peut-être que non, peut-être que ça peut être complètement l'inverse. Alors après, donc moi, c'est vrai que du coup, c'est un profil d'investisseur risqué. J'estime personnellement que je me présente comme tel, hein, comme un investisseur risqué, mais je ne crois pas honnêtement que je prenne autant de risques que ça, étant donné que les entreprises dans lesquelles j'investis, je sais exactement pourquoi j'investis dedans, je sais exactement ce qu'elles produisent, je vois leur bilan et j'entends les discours à chaque rapport, ce qui est écrit ou pas. Je regarde également les interviews lorsque je peux et je ne crois pas prendre autant de risques que ça au prix auquel je les achète. Parce que pour moi, le risque, en fait, il est déterminé non pas par ce que tu fais, mais plutôt au prix auquel tu rentres dans ces valeurs. Et je ne crois pas, moi, au prix auquel je suis rentré sur ces valeurs, que ce soit un très gros risque. Alors après, effectivement, je peux me tromper, mais de ce que j'ai vu, moi, de ce que j'ai raté, on va dire, l'année dernière et puis l'année précédente, c'est plutôt l'inverse. À savoir que j'ai très souvent réussi à trouver des entreprises qui ont surperformé, mais de très 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 loin le marché, mais j'ai toujours vendu beaucoup trop tôt. À l'image, par exemple, de Prosus, mais également à l'image de Dassault Systèmes ou de Katana Group ou plein d'autres entreprises qui ont vraiment surperformé le marché à un moment donné et que moi j'ai laissé de côté, et c'est dommage, hein. Donc je suis assez rassuré, on va dire, de ce côté-là. Par contre, pour Auto1 Group, alors comment j'explique le fait qu'elle ait perdu autant de valeur? Bah déjà parce qu'elle est arrivée sur le marché lorsque les valeurs de croissance étaient au plus cher, tout simplement. Donc elle est arrivée au bon moment pour Auto1 Group. Manque de peau, bah derrière, on a l'économie qui a commencé à s'enflammer. On a une inflation qui est partie très très fort. Et Auto1 Group, quand ils sont arrivés en bourse, ils étaient déjà en bulle en fait. Ils sont rentrés au moment où les valeurs de croissance étaient en bulle. Donc Auto1 Group, dès le départ, était en bulle. Il fallait surtout pas rentrer, bien sûr, dans cette valeur à ce moment-là. La bulle a éclaté, donc l'inflation qui a commencé à augmenter, donc les taux d'intérêt qui ont commencé à augmenter. Ces entreprises dont la croissance est tout à faire, eh ben, elles ont besoin de se financer. Donc forcément, si les taux augmentent, eh ben, le coût du financement va devenir plus compliqué pour eux et les marges vont baisser. La croissance également va diminuer, les perspectives de croissance. Et donc, pour tout ça, bah, Auto1 Group s'est complètement cassé la gueule. Il faut aussi rajouter à ça que Auto1 Group est dans un secteur qui, de toute façon, est mal valorisé aujourd'hui. On peut regarder également Stellantis qui se paye quasiment rien au vu des actifs qu'ils possèdent et au vu des bénéfices qu'ils font. Je crois que c'est un secteur particulièrement compliqué aujourd'hui dans lequel il faut acheter. Il y a 3 secteurs qui me semblent compliqués et qui sont dévalorisés par les investisseurs. C'est le secteur automobile et le secteur bancaire. Alors pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'incertitudes dedans. Le secteur bancaire, on a cette incertitude qui fait qu'ils ont prêté tellement d'argent pour acheter des actifs qui se payent beaucoup trop cher. Derrière, ça peut leur revenir dessus comme un boomerang. On a également le secteur pétrolier qui de toute manière, au vu des perspectives de croissance de demain, c'est plus le pétrole ou le gaz qui va nous faire gagner de l'argent, mais c'est plutôt les énergies renouvelables. Donc ce secteur est en déprime, on va dire ça comme ça, même si ces acteurs-là essayent d'innover et d'investir dans les énergies renouvelables. C'est trop tard, hein. Le vrai problème pour eux, c'est que ça ne va pas être lié au manque à gagner de la production qui va diminuer au fil des années du pétrole ou du gaz, mais ça va être plutôt le problème des actifs bloqués, l'impossibilité de récupérer l'argent qu'ils ont investi dans ce secteur-là, parce que tout simplement, ça n'aura plus aucune valeur, en fait, plus personne n'en voudra. Et puis, le secteur automobile, alors lui, il est touché par les projections économiques qui sont assez négatives pour ce secteur finalement. C'est un secteur qui devrait rester très rentable, mais en fait, il est en train de muter. C'est un secteur qui est en train de devenir technologique et de moins en moins cyclique.
pour l'instant, il l'est encore, mais ces valeurs-là sont en train en fait de changer littéralement de métier. Ça vend moins de voitures, ça loue plus. Demain, ce seront des véhicules qui seront de plus en plus autonomes et jusqu'à arriver au moment où les voitures seront complètement autonomes. Et il y a fort à parier qu'à ce moment-là, on n'aura quasiment plus aucune vente parce que l'intelligence artificielle au sein des véhicules se coûteront tout simplement trop cher pour l'immense majorité des personnes. Et puis eux, ils n'auront pas d'intérêt particulier de toute manière à vendre en fait cette technologie, autant la garder pour eux et puis en tirer des bénéfices récurrents tous les jours et à chaque minute en fait. Chaque fois que les personnes utiliseront ces véhicules pour aller à leur travail ou autre. Et en plus de ça, eux, ce qu'ils sont en train de fabriquer aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle, mais c'est aussi tout un réseau intelligent qui permettrait donc de fluidifier tout ça et de permettre finalement dans le futur d'avoir, en fonction des scénarios plus ou moins favorables, entre 50 à 80% de véhicules en moins dans le monde dans les années futures. Donc on a un gâteau en fait qui est en train de se resserrer sur ce marché-là. On a en plus de ça un gâteau qui va se faire partager par différents acteurs parce qu'on a les constructeurs chinois qui sont en train d'arriver. On dit souvent, oui, c'est incroyable, Stellantis par exemple, ça ne vaut rien en termes de valorisation. On devrait investir dans ces valeurs-là, tandis que par exemple Tesla, ça coûte extrêmement cher et ce n'est pas normal. Oui, c'est vrai, mais Tesla est bien mieux positionné dans l'avenir. Par exemple, pour Stellantis, Carlos Tavares qui a dit à plusieurs reprises que ça coûtait beaucoup trop cher de faire des véhicules autonomes, de véhicules électriques, et que de toute manière, on ne devrait pas se précipiter là-dedans. Bref, en fait, il est en train de montrer au marché que finalement, il n'est pas encore au point. Tandis qu'on a Tesla, Elon Musk, là, qui est chaud patate, et puis on a Bide, je ne sais pas comment on peut dire, cet acteur chinois qui est en train d'arriver, qui va bientôt arriver en Europe et qui va certainement aussi faire une concurrence monstrueuse à Tesla. Donc ces deux acteurs-là sont bien mieux positionnés que n'importe quel constructeur. Et en plus de ça, donc dans ce positionnement, l'idée, c'est pas forcément de se dire ils vont vendre un tas de voitures demain. Alors oui, certes, ça peut être demain, mais après-demain, ils auront une technologie qui vont leur permettre justement de fluidifier tout le système et de gagner des revenus récurrents, permanents, avec des marges qui vont s'améliorer en plus avec ce système-là. Moins de voitures vendues, moins de voitures en circulation, moins de voitures construites, mais par contre une location très intelligente qui permettra aux personnes un peu comme un système de Vélib, je veux dire, les gens qui prennent un vélo pour aller, ou une trottinette, qui prennent un vélo ou une trottinette pour aller, pour traverser la ville, juste pour aller, je sais pas moi, acheter quelque chose ou même aller travailler. Puis quand ils sortent du magasin ou du travail, ils reprennent une autre trottinette, c'est pas forcément la même parce qu'il y a une espèce de turnover intelligent qui se fait. Et là, avec les IA, ça sera un turnover extrêmement intelligent, ça sera moins coûteux pour les consommateurs, moins coûteux pour les constructeurs, et en fait, tout le monde gagnera de l'argent là-dedans. Et ça sera en plus de ça écologique. Et Auto1 Group, autour de ça, il subit en fait cette pression, c'est-à-dire Auto1 Group, même s'il n'est pas, c'est pas un constructeur automobile, il est malgré tout dans ce marché qui est compliqué à voir venir. Et je pense tout simplement que Auto1 Group, la bulle, elle a éclaté. Et généralement, quand les bulles éclatent, ça va toujours très, 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 très bas. Au début, c'est trop haut et puis ça finit par être trop bas. Je crois aujourd'hui qu'ils se sont fait entraîner justement par cet élan un peu négatif ou en tout cas d'interrogation sur ce secteur. Et Auto1 Group devrait, je crois, profiter en fait de la croissance de cette transition écologique qui fait que les gens vont changer de véhicule très, très, très souvent. Et puis par vague, d'abord les riches, après les moins riches, puis ensuite les gens avec peu d'argent. Et justement, positionnée sur Auto1 Group, moi je crois qu'elle est dévalorisée, cette entreprise, justement pour tout ça. C'est-à-dire que le secteur automobile est certes négatif, avec un gros point d'interrogation dessus. On attend, les investisseurs, je crois qu'ils attendent de voir dans quel acteur européen vraiment investir massivement et voir s'ils peuvent un jour réinvestir massivement dans ces valeurs européennes. Donc voilà, moi je pense que Auto1 Group, finalement, ça baisse, elle est logique. Donc la bulle, trop cher, ça éclate trop peu cher, et puis derrière, on a également ce secteur qui est malmené aujourd'hui, et je crois du coup qu'il y a une vraie possibilité pour Auto1 Group de rebondir dans les années futures, peut-être pas comme ça de suite, j'en sais rien, mais en tout cas dans les années futures, je crois que cette entreprise a beaucoup de choses à faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, moi j'y répondrai, soit par commentaire, soit par vidéo comme ça, mais là je crois qu'aujourd'hui c'était plutôt intéressant d'y répondre en vidéo, parce que ça pouvait peut-être répondre à quelques questions de certaines personnes et en tout cas offrir une autre perspective finalement de l'avenir et puis de l'investissement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.